Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, quand une professeure d'histoire vit une page d'histoire, c'est ce qui est arrivé à Anna Chronique il y a 14 ans, presque jour pour jour en Tunisie. Elle est l'invitée du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule en 2025, on réveille sa culture générale. Cette semaine, en partenariat avec les arènes BD, l'histoire de la conquête spatiale. Et la question du jour est la suivante. Quel pays s'est fixé pour objectif d'être la première puissance spatiale d'ici 2049? Réponse et explication dans une dizaine de minutes avec Arnaud Delalande. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine, avec Candice Anzel. Sujet du conseil de famille du jour, avantages et inconvénients des jeux vidéo. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Anna Chronique, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je m'appelle Anna Chronique, ce n'est pas tout à fait votre vrai nom, mais votre vrai nom, vous ne le donnez pas. C'est le nom sous lequel vous exercez votre métier, je ne sais pas si c'est le métier principal d'ailleurs, en tout cas votre métier de professeur d'histoire-géographie. Et Anna Chronique, c'est votre nom de plume de dessinatrice, d'illustratrice de bande dessinée. Et vous venez de publier chez Duno Graphique Chronique de Tunisie. C'est un récit à la fois personnel, souvent drôle, toujours instructif, qui raconte l'expérience qui pour vous remonte à une quinzaine d'années. Vous avez enseigné dans un lycée français au moment de la révolution qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali. Mais avant d'en venir à cette bande dessinée, avant ces chroniques, il y a aussi eu les réseaux sociaux, des bandes dessinées que vous avez publiées sur votre vie de prof. Le dessin, en fait, c'est une passion. Pourquoi vous n'avez pas fait ça directement quand vous étiez petite? J'ai écouté mes parents. Ah bah c'est très bien. Voilà. Le père qui sommeille en moi, je trouve que c'est très bien. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours dessiné, mais mes parents m'ont poussé à faire des études sérieuses, entre guillemets. Donc j'ai suivi ce conseil et j'ai pas arrêté de dessiner à côté. Donc voilà, là j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Menez cette double vie, des conseils que vous donnez à vos élèves d'ailleurs en tant que prof d'histoire géo quand ils vous interrogent sur leur futur, de jouer la sécurité. Je leur dis qu'ils ont plusieurs vies, je les tranquillise. C'est sympa ça. Oui, bah oui, puisqu'ils ont quand même beaucoup de pression, souvent avec l'orientation, les choix à faire. Donc je leur dis qu'ils ont le droit de se tromper, qu'il y a des deuxièmes chances, que dans une vie il y a plusieurs parcours. Sujet d'actualité puisque Parcoursup vient d'ouvrir pour la campagne 2025. Vous hésitez quand vous êtes jeune entre lettres, anglais pour le voyage et histoire-géographie. Finalement, c'est l'histoire qui a eu mon cœur. Parce que j'ai toujours aimé les vieilles pierres. D'accord. Ah bah vous étiez servi en Tunisie. Voilà. C'est pour ça que vous les avez dessinés merveilleusement dans l'album dont on va parler. On est en 2009. Vous êtes à l'époque TZR, titulaire sur zone de remplacement. Qu'est-ce que ça implique pour celles et ceux qui ne savent pas? Alors, dans le quotidien, le rugueux quotidien des TZR. Dans le jargon de l'éducation nationale, voilà, c'est le remplaçant. Donc, c'est quelqu'un qui a son concours, mais qui n'a pas de poste fixe, donc qui fait des remplacements au pied levé. Et du coup, concrètement, c'est le bouche-trou. Donc, on est un peu envoyé à droite à gauche. Des fois, c'est des remplacements longs, des fois, c'est des remplacements courts. Donc, on n'a pas le temps de connaître les élèves, les équipes avec qui on travaille et tout ça. Et on est accueilli de manière très inégale, vous le dites avec franchise dans la bande dessinée. Oui. Bah voilà, certains ne se donnent pas la peine de parler parce qu'ils savent qu'on va bientôt partir. Les élèves nous testent aussi beaucoup parce que on n'est pas leur vrai prof. Il y a une grande fidélité de la part des élèves à leur vrai prof. Donc le remplaçant doit faire ses preuves plus qu'un autre encore. C'est sympa quand on est le ou la vraie prof, c'est moins sympa quand on est TZR. Vous êtes, alors je ne sais pas si vous êtes déjà marié à l'époque, en tout cas vous avez au minimum un compagnon qui lui aussi est enseignant. Et dans ces années-là, il n'est pas au top de la forme. En début de carrière, dans l'éducation nationale, on est beaucoup envoyé dans des établissements où personne ne veut trop aller. Donc du coup, voilà. Et alors vous arrivez un jour à la maison avec cette idée. Et si on partait? Et si on partait? On se barre, voilà. On met les bouts. Non, ça a toujours été un rêve en fait, de travailler et vivre à l'étranger. Et on s'est dit que là c'était le bon moment, on était jeunes, fringants. Vous n'y connaissez absolument rien, donc vous faites des recherches. Là, vous découvrez notamment qu'il existe deux grands réseaux quand on est professeur français pour aller à l'étranger, celui de l'AEFE et celui de la MLF. Donc AEFE, agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Et MLF, mission laïque française, si je me souviens bien. Voilà. Donc, beaucoup d'écoles d'entreprise, par exemple. Et là, vous candidatez sur une plateforme. Voilà. Alors d'abord, c'est le Gabon qui vous répond, mais tout de suite. Oui. Venez tous les deux, on vous attend, tapis rouge. C'est ça. Mais renseignement pris, les conditions n'étaient pas si heureuses que ça. Donc du coup, quelles conditions d'ailleurs? Parce que c'est pas, quand on dit conditions, on pense uniquement à l'argent, mais pas que en fait. Par exemple, non, mais le montant de la prime au début, ça met des étoiles dans les yeux, mais après, quand on gratte un petit peu derrière, on découvre que en fait, la vie, si on veut vivre avec l'eau courante, l'électricité, etc., ça peut être très cher. Et puis après,
y a quand même beaucoup d'inégalités sur place, il y a quand même de l'instabilité. Donc du coup, on a préféré différer notre réponse. Et pourtant, ils vous mettent la pression. Hein. Ah oui, ils ont du mal à recruter en fait. Oui, c'est ça. Donc ils vous font un peu, on dirait un... Je ne veux pas désagréable avec les vendeurs et les vendeuses de... Je ne vais pas dire de quoi, mais enfin bref, profil du vendeur qui dit si vous achetez pas maintenant, ça va vous passer sous le nez, vous regrettez toute votre vie. Il y a un petit côté... Voilà. Après, en plus, on était jeunes, naïfs, on ne connaissait pas le système, hein, donc on avait peur que ça nous grille auprès de l'AEFE. Oui, c'est vrai. Vous ne vous faites pas avoir, vous ne prenez pas, et la Tunisie arrive. Voilà, la Tunisie nous propose un poste à chacun. Vous candidatez, ça fonctionne. Je passe sur les péripéties du déménagement, même si c'est extrêmement cocasse quand on vous lit. Vous arrivez, et alors dès le début, ça c'est assez drôle, vous en jouez, c'est un fil rouge dans tout le bouquin. Vous avez une espèce d'obsession de l'authenticité, et donc il faut quand même qu'on se fasse des copains tunisiens. Oui. Il faut du local, il faut du vrai. Oui, on ne voulait pas tomber dans le piège de vivre dans un cercle clos d'expatriés, etc. Donc, et on voulait vraiment, on débarque dans un pays qui nous accueille, on avait à cœur de rencontrer ce pays et ses habitants. Et finalement, c'est pas si évident que ça, notamment, pour beaucoup de raisons, mais l'une d'entre elles, à l'époque, c'est que c'est quand même une dictature. Alors, c'est pas, comment dire, c'est une dictature on peut survivre d'une certaine façon, mais il ne faut pas parler de politique. Voilà. Et du coup, même les Tunisiens à l'époque surveillaient leurs propos et du coup alors c'est très facile d'entrer en contact avec eux, les conversations sont très conviviales, etc. Mais ça restait superficiel. Et voilà, ça c'était pas forcément facile au début. Premier contact de ce type, un pays qui présente ses paradoxes. Alors parce que c'est une dictature, ce qui le rend quand même plutôt désagréable, la dictature Ben Ali, avec beaucoup de captation à la fois de l'argent public, des ressources, tout ce dont on a découvert l'ampleur au moment de la révolution de Jasmin, mais en même temps 2-3 trucs plutôt sympathiques, notamment sur les droits des femmes, par exemple. Oui. Et d'ailleurs, les Tunisiennes que vous croisez, elles en sont très fières. Oui. C'est un pays qui est très fier de son histoire et notamment à l'indépendance avec Bourguiba, donc qui a beaucoup œuvré pour les femmes et les Tunisiennes sont très fières de leur statut par rapport aux autres femmes du monde arabo-musulman. Voilà, elles ont plein de droits, notamment. Oui. Elles exercent des professions intéressantes et elles en sont très fières. Régime qui est renversé avec la révolution dite de Jasmin. Alors ça, racontez-nous un peu quand ça démarre. Alors quand ça démarre, c'est en décembre, donc lorsque un jeune vendeur de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi, s'immole par le feu à Sidi Bouzid, donc c'est une ville pauvre de l'intérieur du pays. Nous, à l'époque, c'était au moment des préparatifs des vacances de Noël, donc on était un petit peu, on était plutôt en mode Noël en famille. Et la situation, après on est rentré en Tunisie, au repas de famille, mais vous allez rentrer, vous voyez bien que ça craint là-bas, les infos à la télé étaient plutôt inquiétantes, mais donc on est rentré et on a vécu un premier confinement puisque le pays a été complètement bloqué avec les révolutions, etc. Et Ben Ali donc, est parti du pays le 14 janvier. Et là, c'est la liesse. Et là, d'un côté, beaucoup de joie, etc., mais aussi beaucoup d'instabilité, parce que du coup, il y avait l'armée avait pris le contrôle du pays. La police, qui était du côté de Ben Ali, a été soupçonnée d'avoir libéré des prisonniers pour semer le trouble dans le pays, pour que les gens rappellent Ben Ali au pouvoir en regrettant la sécurité. Donc du coup, il y avait énormément de flou. Aujourd'hui, cette révolution de Jasmin, elle est dans les livres d'histoire. Vivre un pan d'histoire pour une professeure d'histoire, ça vous fait quelque chose? Vous vous dites c'est de l'histoire que je suis en train de vivre? Ou alors on est dans le quotidien et on n'a pas cette distance? Alors à l'époque, c'était le quotidien, il n'y avait pas cette distance, mais les élèves, on avait quand même conscience de vivre quelque chose d'exceptionnel, et les élèves me demandaient, quand on est revenu en cours après, mais madame, on va être dans l'histoire après, on va être dans les livres d'histoire comme la Révolution française, vous avez... Donc ils en prennent conscience avant vous? Oui, ils en ont c'est extraordinaire ça. On savait qu'on vivait une page particulière, mais on avait un devoir de réserve très fort qui nous avait été demandé par l'ambassade au moment de notre prise de poste, donc on n'osait pas s'exprimer publiquement sur Alors ça, on va en parler. On va parler, si vous le voulez bien, de vos relations avec ces élèves, qui ne sont pas n'importe quels élèves dans le lycée français, en tout cas dans celui-ci, mais dans la plupart d'ailleurs, des établissements du réseau français à l'étranger. On va en parler après l'Anti-Sèche, la suite de ces chroniques de Tunisie, une Française au pays de la Révolution, chez Duno Graphique, signé Anachronique. On retrouve donc Anna juste après l'Anti-Sèche. Anti-Sèche, conquête spatiale aujourd'hui avec Arnaud Lalande.
Bon, j'arrêterai un moment de vous le dire, mais c'est une nouvelle formule de l'Anti-Sèche en 2025, formule Culture G, on révise. Et le programme cette semaine, c'est l'histoire de la conquête spatiale. On est en partenariat avec les arènes BD. Question du jour, quel pays s'est fixé pour objectif d'être la première puissance spatiale d'ici 2049 ? Arnaud Delalande, bonjour. Bonjour. Vous signez cette formidable bande dessinée, L'Odyssée de l'espace, une histoire de la conquête spatiale. Vous ne le signez pas tout seul, vous êtes au scénario, au dialogue. Les illustrations sont d'Éric Lambert. Et je précise que ça a été fait en partenariat avec l'Agence spatiale européenne et que vous avez notamment bénéficié des précieux conseils de Nathalie Tingeot, chef du projet Histoire et conseillère Affaires extérieures à l'ESA. Alors, quel est le pays qui s'est fixé pour objectif d'être la première puissance spatiale en 2049 ? Eh bien, on pourrait s'attendre aux États-Unis, à la Russie, etc. Mais il s'agit de la Chine, en fait. Parce qu'en effet, on assiste à l'émergence de nouveaux pays qui se lancent dans la course, ou en tout cas la conquête de l'espace, souvent en coopération, naturellement. Il ne faut pas oublier justement que la coopération spatiale est un des grands enjeux qui s'est développé dans les 30 dernières années, ou même 50 maintenant, dernières années, depuis la fin de la guerre froide, en fait. Et donc, il y a eu... Même, pardon, je vous coupe, mais pendant la guerre froide, il y a des accords. Oui, il y a des accords. Mais pour la station Mir notamment, voilà. Des accords mais en fait, pour envoyer des cosmonautes ou pour le coup des spationautes français. Enfin voilà, il se passe des choses. Oui, il se passe des choses. Il y a on se parle en tout cas. On se parle. Il y a évidemment la création de la NASA en 1958, mais il y a le CNES et puis il y a l'ESA en 75 aussi. Donc il y a les débuts de la coopération spatiale européenne. Le Centre national de je ne sais plus quoi spatial, d'études spatiales sans doute, le CNES. Oui, c'est ça, Centre national d'études spatiales. C'est études spatiales. Voilà. ESA, agence spatiale européenne. Si on pose cette question, c'est que depuis le début, un des carburants, un des propergols, ou je ne sais plus comment, tous les carburants qu'on a refusés de la conquête spatiale, c'est quand même la compétition entre les pays. Et celle qui structure le début, c'est États-Unis, Union soviétique. On est passé justement d'une ère de compétition, on va dire, à une ère de coopération. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait que la coopération spatiale a été un vecteur de paix, aussi très important après la fin de la guerre froide, justement. Mais en effet, à l'origine, ça part évidemment de la compétition essentiellement entre les Américains et les Russes. Il y a le fameux Sputnik qui est lancé en 1957. Premier satellite. Voilà, et qui fait un bip-bip qui énerve beaucoup Eisenhower à ce moment-là. Vous racontez. Voilà, parce que... Et un de ses conseillers lui dit, bon, vous en faites pas, ça va finir par s'arrêter. Oui, sauf qu'il est furieux parce que évidemment, les Russes ont pris le pas, ont pris l'ascendant. Alors donc, c'est pour ça qu'ils créent l'agence, la NASA, et qu'on va ensuite lancer, surtout après la Nouvelle Frontière, le discours de Kennedy, le fameux programme Mercury avec notre étoffe des héros, c'est-à-dire les premiers pionniers de l'espace, en fait. Et l'Europe n'est pas en reste, parce que bien avant, en tout cas quelques années avant ce discours de Kennedy, dès 1959, elle se dit qu'il faudrait faire quelque chose. Et on arrive en 1975 à la création de l'Agence spatiale européenne. Oui, c'est ça. Alors, on a eu un premier satellite qui s'appelait Astérix, et puis il y a eu la montée en puissance, on va dire, du partenariat européen pour aboutir à la création de l'ESA, qui va permettre en effet de nouveaux développements, et puis de lancer les programmes Ariane, bien entendu, avec le premier vol en 1979. Dans les nouveautés du moment, donc montée en puissance de la Chine, la Russie, depuis la guerre en Ukraine, ça a quand même mis un sérieux coup d'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a une redistribution des cartes géopolitiques qui suit évidemment l'évolution des rapports mondiaux, on va dire. Alors c'est sûr que la guerre en Ukraine est toujours très problématique parce qu'elle a mis à l'arrêt en fait un certain nombre de programmes, même s'il y en a d'autres qui sont en développement de très grande importance, comme le fameux Lunar Gateway, c'est-à-dire le programme Artemis, donc où il y a les USA, le Canada, le Japon et puis l'Europe. USA, NASA, mais la NASA qui délègue de plus en plus. Aujourd'hui, les grands acteurs, les stars de la conquête spatiale, ce sont les milliardaires. Alors, disons qu'ils sont très médiatisés et de fait, ils font aussi avancer les choses avec toutes les limites ou les critiques qu'on peut adresser. C'est Jeff Bezos, Elon Musk, voilà, Branson, voilà, exactement. Et Musk avec les lanceurs, on a assisté récemment au retour du lanceur. Bon, c'est une révolution dans le domaine, ça c'est clair. Mais avec ensuite toutes les pincettes qu'on peut prendre à ce sujet. Mais de fait, il y a un horizon nouveau qui s'ouvre. En tout cas, côté États-Unis. Et puis plein d'acteurs, alors moins important, l'Inde est un grand pays, mais sinon les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, en fait plein de nations musclent leur programme d'exploration. Oui, c'est devenu quelque chose qui fait partie du rayonnement international, du prestige aussi. Et puis il y a quand même au fond, c'est ce qu'on raconte dans l'album, puisqu'on part nous dès le Big Bang, ça fait quand même, c'est un rappel, un souvenir de ce rêve de l'enfant qui lève les yeux vers les étoiles. Ça nous fascine un tout petit peu depuis les origines, ce qui se passe là-haut. Il ne faut pas oublier qu'il y a Voyager, par exemple, qui est à 24 milliards de kilomètres de nous, qui a été lancé dans les années 70 et il y a eu un petit pépin en avril dernier, mais en avril 2023 je crois, mais qui a été résolu, mais 24 milliards de kilomètres, c'est ça. On cherche toujours le bout du monde. Ouais. Arnaud Delalande, merci beaucoup. Pour en savoir plus, l'Odyssée de l'espace, une histoire de la conquête spatiale, c'est aux arènes BD. Nous on se retrouve Arnaud demain. La question de demain,
Qui étaient les Mercury 13? Allez, Mercury 13, si je vous le fais avec l'accent. Réponse demain avec Arnaud Delalande. Grand oral, la suite. Anachronique, il y a le côté politique, le côté historique des événements que vous êtes en train de vivre, et puis il y a aussi les élèves. Alors, retour juste avant cette révolution de Jasmin, est-ce que vous vous attendiez à vous retrouver dans l'équivalent d'un lycée d'élite de grandes villes en France? Vu que je m'étais renseignée, vous le saviez un peu quand même. Voilà, je sais que c'est des parents, déjà donc des gens qui travaillent là-bas, des couples mixtes, des franco-tunisiens, et après des enfants des Tunisiens qui ont des prétentions pour suivre des études à l'étranger, donc en général des fils de médecins qui se projettent eux-mêmes dans une carrière médicale et qui poursuivent leurs études ensuite en Europe. Ils vivent, pour certains d'entre eux, dans des conditions hyper privilégiées. Enfin, je ne sais même pas si dans le lycée où vous enseignez aujourd'hui en France, il y a peu de lycées, finalement, où on voit une telle concentration d'élèves aussi riches. Ah oui, non, oui, c'est exceptionnel. Effectivement, ils ont des chauffeurs, ils ont du personnel de maison. Donc ça amène des situations complètement en décalage, en fait. Parce que du coup, quand on les emmène en voyage scolaire en France, ils découvrent, par exemple... Alors ça, la découverte du métro, c'est assez rigolo dans le bouquin. Oui, voilà. Donc oui, c'est naïf en même temps de leur part, et c'est très drôle parce qu'ils vivent dans un monde très protégé avec chauffeurs, etc. Et après la Révolution, il y en a un certain nombre qui ne reviennent pas. Oui, parce que dans ces lycées, il y a aussi pas mal d'élèves, d'enfants dont les parents sont proches du régime, donc d'anciens ministres de Ben Ali, des personnels de Ben Ali. Donc ceux-là, évidemment, ils ne reviennent pas après la Révolution, donc les classes se sont un petit peu vidées. Vous l'avez un peu dit dans la première partie de cet entretien, c'est compliqué d'enseigner pour un certain nombre de raisons, notamment vous prenez un engagement vis-à-vis de l'ambassade. Comment ça se passe de dire on ne va pas... Voilà, il y a certains sujets sur lesquels on va faire gaffe. Alors, à la prise de poste, on reçoit une lettre donc, de l'ambassade de France et du ministère des Affaires étrangères qui nous donne des consignes, en fait. Donc, qui nous rappelle notre devoir de neutralité et qui nous dit donc, de ne pas prendre position sur quoi qui se passe en Tunisie. Donc il faut pas critiquer la démocratie tunisienne, il faut jamais critiquer le président de la République. Et quand on arrive sur place, d'ailleurs, il y a des amis qui nous briefent un petit peu. Par exemple, il y a des fois où il y a des avenues qui sont magnifiques, bordées de palmiers, avec un palais à côté. On dit surtout, vous vous arrêtez pas, vous prenez aucune photo, c'est un palais présidentiel, il faut tracer. Donc voilà, des fois il y a des... Et comment vous vivez-vous en tant que professeur? Alors j'allais dire en plus professeur d'histoire-géographie, puisque de par les programmes, vous êtes quand même en première ligne sur l'enseignement d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets extrêmement sensibles. C'est ça. Donc effectivement, on suit le programme français. Donc en troisième et en première, c'était les dictatures et les guerres mondiales. Et donc quand on fait les ingrédients d'une dictature, le culte de la personnalité, les portraits géants et tout ça, on est très gênés parce que les élèves font le parallèle avec Ben Ali. Et là, on sait qu'on risque d'être reconduit manu militari à la frontière si jamais on dérape. Donc du coup, vous y allez sur des... Voilà, on marche sur des œufs. Marcher sur des œufs. Et les élèves vous provoquent un peu, ils cherchent à vous faire dire des choses, parce que peut-être que certains, à l'époque, sont aussi... contrariés par cette situation, on trouve que ça pose problème. Par jeu un petit peu, il y en a qui disent mais c'est comme avec Ben Ali, voilà, donc il faut faire... Et là vous les regardez, vous vous trouvez? Non, moi ça ne va pas frapper. C'est ça, il faut faire... Ah non, mais il y a grand et grand pour les forfaits. Il faut faire innocent, exactement. C'est ça. C'est ça. Extraordinaire. Il y a quand même aussi des sujets sur lesquels ça se complique aussi, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement de la Shoah, enfin vous le racontez, ça c'est quand même... Oui, il y a un parti pris, effectivement, et certains sujets du coup sont plus sensibles que d'autres. Le lycée, vous l'avez mentionné, ça implique aussi des projets d'études supérieures dont l'horizon là-bas est à la fois mondial et élitiste. C'est pas le Parcoursup qu'on connaît ici. C'est, j'hésite entre Cambridge et Harvard, quoi. Oui, c'est vrai que la poursuite d'études est très souvent prestigieuse pour les élèves. Du coup, je leur rends un petit hommage dans la BD pour certains que j'ai croisés. La révolution de Jasmin arrive, mais pas seulement. Il y a une petite révolution dans une vie de couple et dans une vie de femme. Oui. Effectivement, mon fils aîné est né là-bas. Et là, vous décidez de rentrer. Eh oui. Je ne vais pas tout dire pour donner envie de lire la BD, mais effectivement, quand on fait la demande de rentrée, quelques mois plus tard, on regrette, puisque finalement, on découvre avec un bébé, en fait, la Tunisie est une destination famille-friendly incroyable. C'est le paradis. Ah oui, c'est incroyable.
Il y a des scènes où vous racontez quand on arrive au restaurant en Tunisie avec le bébé, où quasiment tout le restaurant, client compris, est aux petits soins avec vous. Voilà. Avec les enfants, et vous essayez de rentrer dans un café parisien, ça ne passe pas exactement pareil. C'est la soupe à la grimace et on se retrouve près des toilettes. C'est une histoire, cette histoire que vous avez vécue en Tunisie, qui vous a à l'évidence marqué. Pourquoi ne la racontez que maintenant ? C'est les hasards des projets éditoriaux ou vous portez ce livre depuis longtemps ? Ça fait longtemps que j'ai envie de faire quelque chose. Après, c'est vrai que j'ai commencé d'abord à raconter ma vie de prof et du coup, j'ai d'abord sorti des BD qui parlaient de ça. Et puis après, j'ai vraiment eu envie de mixer les deux entre mon métier de professeur d'histoire géo et la BD en faisant quelque chose aussi d'un peu instructif. C'est une manière de rendre hommage à ce pays que de raconter aussi son histoire. Ancienne avec l'Antiquité, plus récente avec la Révolution. Donc, la maturité, on va dire. Vous êtes jamais reparti depuis ? Jamais eu envie de repartir dans un poste à l'étranger ? Si, bien sûr. Mais alors... c'est pas moi qu'il faut convaincre. Ah bon, d'accord. Vous faites acte de candidature et... C'est, pour l'instant, mon mari est très bien là où il est, donc c'est vrai qu'on a... Ah d'accord, c'est votre mari qu'il faut convaincre. Je croyais que c'était l'administration. Non. D'accord. Monsieur Chronique, elle veut partir. Voilà. Pour l'instant. Monsieur Chronique, évidemment, ne doit pas s'appeler Monsieur Chronique, c'est un pseudonyme. Le métier aujourd'hui, ce métier dans lequel vous êtes entré comme titulaire sur zone de remplacement comme TZD1, quelques années après, vous le vivez comment ? Qu'est-ce qui change en fait entre une entrée dans le métier et, grosso modo, 15 ans après ? Vaste question. En plus, j'ai connu beaucoup de contextes différents, en fait. Des établissements défavorisés, après, des établissements très favorisés comme à la Marsa en Tunisie. Donc, il y a vraiment un grand écart. Il y a des situations où vous avez l'impression que vous vous épanouissez plus que d'autres ? Oui. Quand je fais mon métier, c'est-à-dire quand je fais pas flic, psy, assistante sociale, infirmière, parce que des fois il y a tout ça dans le rôle d'enseignant et des fois c'est un peu frustrant de ne pas avoir suffisamment de temps au final pour enseigner l'histoire-géographie. Il faudrait quoi pour que ce temps soit là ? Plus de moyens Plus de moyens, oui. C'est ça. Moins d'élèves dans les classes pour qu'on ait plus de suivi personnalisé et qu'on ait les moyens de mieux accompagner les élèves dans leur progrès, etc. Et vous vous êtes servi de cette expérience tunisienne dans vos enseignements, parce qu'autant en Tunisie, quand vous faites en cours d'histoire les dictatures, c'est un peu compliqué, vous marchez sur des œufs. Pour le coup, en France, vous pourriez dire, tenez, d'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas longtemps encore en Tunisie. Alors oui, des exemples de la Tunisie, et puis après aussi par rapport à la migration, notamment. Quand je dis à mes élèves, même quand je dis que ce soit aux élèves tunisiens ou aux élèves français, je dis, moi, j'ai migré. Là, ils ouvrent les yeux, ils disent « Oh, vous, madame !» Je dis oui, un migrant, c'est pas forcément quelqu'un sur un rafio qui traverse la Méditerranée. On peut aussi migrer dans des conditions légales et montrer les différents angles par rapport aux migrations. On s'attache beaucoup, quand on vous lit, c'est ma dernière question, aux personnages que vous mettez en scène, à savoir vous-même et Boris. Votre mari, Boris, elle voudrait repartir. Pardon. Merci beaucoup. On s'attache beaucoup donc à la Anna et au Boris d'il y a 15 ans, qui ont en même temps, et alors c'est très drôle dans le dessin, il y a un peu d'autodérision aussi, vous vous moquez de temps en temps de vous-même dans tout ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire 15 ans après ? Qu'ils ont eu raison de partir et qu'il ne faut pas hésiter à recommencer. D'accord, compris Boris. Vous êtes un tout petit peu... quand vous voulez quelque chose. Pardon ? Quand vous voulez quelque chose. Un peu, il paraît. Tenace. J'ai compris ça. Chronique de Tunisie. On pense évidemment aux chroniques de Jérusalem, je vais oublier son nom évidemment, parce que j'ai parlé Guy de Lille. Chronique de Tunisie, une Française au pays de la Révolution. C'est chez Duno Graphique. Petit clin d'œil au charmant Matou qui se frotte contre les genoux de Boris sur la couverture, qui tient un rôle important, et en même temps vous lui faites une infidélité. Si peu. Si peu. Elle est toujours là d'ailleurs, on l'a ramenée dans nos bagages. C'est vrai ? Oui. Génial. J'osais pas demander parce qu'à cet âge-là... Ah non, le chat noir repose en Tunisie, mais le chat poilu, on l'a adopté et on l'a toujours avec nous. Génial. Amis des animaux, vous serez comblés. C'est chez Duno Graphique, Chronique de Tunisie, une Française au pays de la Révolution. Merci beaucoup. Anna, est-ce que vous voulez bien rester avec nous ? Vous avez des enfants qui jouent aux jeux vidéo ? Oui. On a une experte de ça, vous allez voir, quand sans elle.
Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Candice Anzel, c'est la chronique parentalité, conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. On va parler jeux vidéo. Anna, c'est un sujet chez vous, les jeux vidéo? Vous avez des enfants, non? Oui, mes garçons adorent les écrans. C'est vrai. Vous allez voir, Candice, elle a plein de beaux conseils. Peut-être je vous demanderai de réagir après. Candice, les jeux vidéo qui occupent aujourd'hui une place centrale dans la vie de nombreux adolescents. Mais comme tout, ils présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Ben oui, les jeux vidéo et les ados, c'est une histoire d'amour numérique passionnel qui dure depuis quand même toujours. Souvenez-vous, bon là c'est vrai qu'on est en 2025, mais on n'en est plus à empiler des briques ou à sauter des champignons. Si vous avez la ref, évidemment, c'est que vous êtes vieux. Hein. Et ouais, les briques, j'ai, merci. Voilà. Non, nos ados vivent et là, désormais... très désagréable. Nos ados vivent désormais dans des mondes virtuels si immersifs qu'on se demande parfois s'ils n'ont pas un peu oublié où était la porte de leur chambre. Avantages et inconvénients, vous nous avez promis. On commence par les avantages ? Allez. Notamment sur le développement des compétences cognitives, car les jeux vidéo, loin d'être de simples passe-temps, ils stimulent le cerveau. On en parlait juste avant. Par exemple, votre James Bond 3.0 est capable de coordonner des attaques stratégiques avec 3 coéquipiers en pleine bataille intergalactique. Si ça, franchement, c'est pas de la gestion d'équipe. Et puis, il travaille sa mémoire, sa coordination œil-main, ses réflexes. Bon, moi, par exemple, mon ado connaît tous les joueurs de foot du monde. Ça veut dire qu'il joue à FIFA. Exactement. Il a raison. Faut juste que je vérifie si c'est aussi où les situer dans le monde sur un planisphère. Ça peut être utile, à mon avis, plus que de connaître leur nom. Vous avez parlé de stratégie en équipe, c'est une façon de socialiser aussi, non? Exactement. Alors, dans un monde où, effectivement, les interactions en ligne prennent de plus en plus de place, les jeux vidéo vont offrir une plateforme pour se connecter avec leurs amis, mais aussi avec des joueurs du monde entier. Donc, Dark Slayer 77, Unicorn Killer. Si, je vous jure que ce sont de vrais humains derrière. Et ne sous-estimons pas, évidemment, l'apprentissage express de l'anglais, même si, tous les mots ne sont pas à dire ensuite en cours. Ça développe aussi la créativité, l'imagination. Moi, j'étais fan, j'avoue tout, une époque de SimCity. C'est sûr que construire un château dans Minecraft ou concevoir une ville entière dans SimCity, ou même personnaliser des avatars avec des tenues improbables dans Fortnite, c'est vrai que les adolescents deviennent du coup des architectes, des designers et des créateurs d'histoires, explorant ainsi leur imagination. Bon, ça peut aussi conduire à journaliste. Par exemple. Visiblement. C'est aussi, oui. On ne garantit pas par contre que la créativité se traduira par une chambre bien rangée, mais c'est un début. Non, j'ai pas le temps, j'ai une ville à gérer, Candice. C'est aussi un espace pour la compétition, pour l'accomplissement. Totalement, car les jeux vidéo donnent souvent un sentiment de progression. Réussir par exemple une quête difficile sur Zelda ou monter en classement peut être une source de fierté et un boost pour l'estime de soi. Un dernier avantage, ça peut permettre de décompresser aussi. Alors pas forcément le... Non, mais c'est sûr qu'après une journée harassante, et une fois surtout que les devoirs sont terminés, dégommer quelques zombies, ça fait pas de mal. Mais tant que la manette, évidemment, ne vole pas en éclats contre le mur après une défaite. Alors, il n'y a pas que des avantages, on l'a dit, les inconvénients. Le danger majeur, c'est le risque d'addiction. Évidemment, le risque d'addiction, juste une partie qu'il disait, et puis 4 heures après, vous le retrouvez évidemment, les yeux rivés sur l'écran. Certains ados passent vraiment trop d'heures devant les écrans et sont ensuite incapables de décrocher. La quête du niveau suivant ou la pression des jeux en ligne, sans pause, peut vite les aspirer. Et là, on renverse tous les avantages d'avant, puisque c'est plus du tout je sociabilise, c'est je m'isole socialement complètement. Oui, certains ados, effectivement, qui sont trop addicts, préfèrent les avatars numériques aux rencontres en personne et peuvent rapidement, du coup, perdre le contact avec le monde extérieur et s'enfermer dans un monde irréel et se replier complètement sur soi. Les sujets dont on avait déjà parlé avec Grégoire Borst, les conséquences en termes de santé. Les yeux rougis, le dos voûté, le sommeil réduit. C'est surtout le sommeil, je crois, le problème absolument considérable. Des joueurs addicts, Les jeux vidéo en excès, c'est vrai, peuvent engendrer les troubles physiques non négligeables. Donc, on en parlera lors d'une prochaine chronique. Et c'est là que ça a des conséquences sur les performances scolaires. Tout à fait, parce que les ados, même s'ils peuvent mémoriser 48 combinaisons pour fabriquer une épée en diamant dans Minecraft, il peut aussi le lendemain ne plus se souvenir qu'il a un contrôle de maths. Donc fatigue, désintérêt pour les devoirs, manque de concentration en classe, tout cela peut vraiment devenir problématique si le temps de jeu n'est pas maîtrisé. Donc on en parlera du coup lors d'une prochaine chronique et je vous donnerai quelques conseils pour trouver justement un bon équilibre, car au final la vraie partie à gagner, c'est celle de leur épanouissement et de leur équilibre. Et là-dessus on est bien d'accord, Candice. Ça vous va comme conseil? C'est joliment dit, c'est parfait. Et le pour et le contre, les avantages et les inconvénients? Nickel.
Génial. Eh ben, merci beaucoup. Vous avez un nickel d'Anachronique dont on conseille de lire les chroniques de Tunisie, une Française au pays de la Révolution, séchée Luno Graphique. Candice qu'on retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Sully Vanier au son et Kylian Soula à la réalisation. Vous restez sur School TV et nous vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.